Bonjour à tous. Nous allons attendre encore quelques secondes pour être sûr que tous ceux qui sont inscrits ont le temps de nous rejoindre. Bonjour à tous, toujours. Bienvenue dans ce premier webinaire 2026. Et j'en profite pour vous souhaiter et nous souhaiter une très belle année 2026 qui, j'espère, nous permettra de faire éclore ce modèle que sont les colocations Alzheimer auxquelles nous nous battons tous et pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Il y a un an, on se retrouvait pour un webinaire pour vous présenter les résultats de deux études que nous avions menées, une étude Cali et Canti, qui démontrait tout l'intérêt des colocations Alzheimer pour les familles, pour la personne malade, pour les professionnels, mais qui démontrait aussi un certain nombre d'enjeux et de défis à relever. Et parmi l'un d'entre eux, celui du rôle de l'animateur coordinateur, ou animatrice coordinatrice, devrais-je dire, puisque vous verrez que finalement c'est un métier très féminin, qui certes est un élément pivot dans la colocation, mais qui est confronté au quotidien à un certain nombre de problématiques. Suite à ce webinaire, nous avons mené différents travaux. Nous avons réuni l'ensemble des acteurs de l'habitat inclusif et plus particulièrement intéressés par les colocations Alzheimer pour travailler sur le sujet et proposer des recommandations et un cahier des charges pour sécuriser le modèle. Nous avons lancé un projet Casalis qui nous permet, avec un partenariat avec Famille Solidaire, de soutenir 9 porteurs de projets, 9 futurs porteurs de projets de colocation Alzheimer. Nous avons organisé un voyage d'études à Berlin qui nous a permis de se rendre compte de l'évolution de ces colocations au fil du temps, puisque, comme vous le savez, en Allemagne, les colocations existent depuis plus de 40 ans. Et nous nous sommes intéressés donc au métier d'animateur-coordinateur. C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui. Alors, pour en parler, je suis entourée de deux personnes. Violaine de Clarens, un certain nombre d'entre vous la connaissent, animatrice coordinatrice à la Maison des Sages de Buc, et de Jérémy, mon collègue collaborateur Rigo Coxy, qui nous présentera les résultats de l'enquête que nous avons menée. Je pense que j'ai suffisamment parlé et je vous propose, Violaine, de rentrer dans le vif du sujet et que vous nous expliquiez votre quotidien au sein de la Maison des Sages. Merci beaucoup. Alors, je vais lancer le diaporama. Peut-être juste le temps que vous lanciez le diaporama, n'hésitez pas à Oui, poser vos questions sur le chat. On y répondra à la toute fin de ce webinaire, une fois que les présentations sont terminées, mais on espère que les questions et les commentaires seront nombreux. donc bonjour à tous et puis merci à la Fondation Médéric Alzheimer de m'avoir invité à partager mon expérience d'animatrice coordinatrice à la Maison des Sages de Buc où je travaille depuis l'ouverture en 2019. Ça fait donc 7 ans. Il s'agit d'un domicile où les 8 habitants sont chez eux. Donc voilà, pour répondre à la question qu'est-ce que c'est que la Maison des Sages? On est donc en colocation. Juridiquement, c'est un habitat inclusif défini par l'article 129 de la loi Elan et donc en aucun cas un petit établissement médico-social. Les familles des habitants sont très impliquées dans la marche de la maison. L'accompagnement 24 heures sur 24 est assuré par des auxiliaires de vie polyvalentes employés sur le mode mandataire. Il y en a deux le jour, une la nuit et une animatrice coordinatrice de la vie sociale et partagée dans la semaine. On a aussi une étudiante qui est logée gratuitement en échange d'une présence la nuit et en appui éventuel de l'auxiliaire de vie. La mise en commun concerne le loyer, les dépenses de la vie quotidienne, la rémunération des auxiliaires de vie. Le poste de l'animatrice coordinatrice est financé par l'allocation à la vie partagée. La part reste individuelle. Chaque habitant bénéficie du crédit d'impôt employeur particulier. Et toutes les ressources sanitaires et médico-sociales qui sont disponibles dans un domicile ordinaire sont mobilisables dans un domicile partagé. Donc ça veut dire les professionnels médicaux, paramédicaux, le SIAD, l'HAD, les accueils de jour ou les équipes mobiles. Et grâce à ces ressources, les habitants peuvent être accompagnés dans la maison jusqu'au bout. Depuis l'ouverture, on a eu 8 décès à la Maison des Sages de Buc. 5 ont eu lieu à la maison, dans leur chambre, accompagnés par l'HAD palliative ou par une équipe mobile palliative, et 3 en service de soins palliatifs hospitaliers. Alors, la première mission, la principale mission de la coordinatrice animatrice, pour moi, c'est de veiller au respect du rôle de chacun. Elle est la personne référente de tous ceux qui gravitent autour des habitants.
Pour ne pas avoir à pallier à des problèmes organisationnels, elle doit favoriser l'autonomie de tous les partenaires. Pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Elle doit veiller à ce que la transmission des informations soit fluide et respectueuse du secret professionnel. Pour cela, elle doit connaître la fiche de poste des uns et des autres. Il faut connaître le travail des aides-soignants du SIAD, de l'infirmière libérale, mais aussi de celle du SIAD, des auxiliaires de vie, le rôle des familles, le rôle du service mandataire, etc. C'est un métier qui demande d'être souple, adaptable, d'être force de proposition et d'avoir une forte organisation. Les habitants repèrent vite qu'on est une personne ressource. À la Maison des Sages, ils ont du mal à me nommer, mais j'ai à mon actif de nombreux surnoms. Alors, je vous en ai mis quelques-uns. Donc, je me fais appeler Couteau Suisse, Petit Bolide, parce qu'il paraît que je cours partout. J'ai été cadre de santé des armées également. Je peux être la grande patronne, la cheftaine. Et hier, j'étais le numéro 1 de l'immeuble. Car effectivement, il faut anticiper toutes les problématiques et avoir prévu les solutions en amont. Il faut savoir que faire en cas de chute, d'erreur ou de problème de médicaments, de décès, de coupure de chauffage, de maladie, de transport pour l'accueil de jour, d'absence du SIAD, d'absence de collègues, bref, j'en passe. À la Maison des Sages, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des fiches secours et une fiche qui rassemble tout est affichée dans un placard de la cuisine et les familles disposent également de cette fiche avec les numéros à joindre quand je suis absente. Alors, le rôle primordial d'une coordinatrice animatrice est de créer un réseau et de l'entretenir. Il faut y consacrer le temps nécessaire car c'est ce réseau qui permet de pouvoir aisément mettre en place un support de soins ou une animation. On gagne en rapidité de mise en œuvre, mais surtout en qualité. Alors pour que ce soit visuel, j'ai fait un tableau de tous les partenaires et les personnes qui gravitent autour des habitants. Et quand je l'ai présenté aux familles, elles n'imaginaient pas qu'il y en avait autant. Du coup, j'ai eu un nouveau surnom, je me suis fait appeler Shiva aux 1000 bras. Donc effectivement, on fait quand même un peu tout. Je tiens également un annuaire de toutes ces personnes que nous invitons dès que possible à partager un moment avec nous, que ce soit une galette des rois, nos barbecues semestriels, car il faut cultiver et nourrir le lien. Les personnes les plus importantes sont bien évidemment les habitants et leurs familles, puis tous ceux qui sont nécessaires au bon fonctionnement du quotidien, donc le propriétaire, l'association et le service mandataire qui est librement et collectivement choisi par les familles. Il y a aussi les voisins. Puis ensuite, on a trois grands groupes d'intervenants. On a les soignants, les personnes qui viennent animer des moments individuels ou collectifs et les institutionnels. Dans les soignants, il y a le SIAD pour les toilettes complexes, les infirmières libérales ou celles du SIAD, le ou les médecins traitants, puisque chacun a le choix de son médecin, le pharmacien qui nous délivre les médicaments et qui vient gentiment vacciner à la maison, la kiné, l'orthophoniste libéral qui se déplace à domicile, ainsi que le podologue. Et après de multiples problèmes pour avoir des prises de sang, nous avons signé une convention avec un laboratoire. Nous avons également des liens fréquents avec l'accueil de jour où vont aujourd'hui 3 de nos habitants et des liens aussi avec l'HAD ou l'équipe mobile gériatrique ou en soins palliatifs. Les activités d'accompagnement sont animées par des personnes variées, donc on a des bénévoles, des scouts qui sont plutôt âgés de 18 à 21 ans, et la plupart des animations sont financées par des dons ou des subventions. C'est ainsi que nous avons pu mettre en place tout au long de l'année des moments musicaux avec une violoncelliste, alors qu'il y a une fibre spéciale puisqu'elle est également sophrologue et qu'elle intervient dans les hôpitaux et les soins palliatifs, des arts de la table à chaque saison avec des compositions florales qui ne fanent pas et des bougies LED, des cours de dessin tous les lundis par un dessinateur bucquois de bande dessinée. Et tous les mois, on a la livraison d'une gazette personnalisée, qui s'appelle Sensoriel et qui est adaptée aux personnes en perte d'autonomie. Un coach sportif de Ciel Bleu est venu ces 2 dernières années faire de l'activité physique adaptée. Et après, on a d'autres animations qui sont exceptionnelles, mais j'en parlerai plus loin. Puis après, il y a le jardinier, Intermarché, qui nous livre les courses tous les vendredis, les entrepreneurs à recevoir et guider quand nécessaire, le fournisseur d'eau gélifiée et d'aliments hyperprotéinés, alors ça permet de se tenir au courant des nouveautés, le service de taxi pour l'accueil de jour. Et après, je suis en lien avec de nombreux institutionnels, comme le département, la mairie, le CCAS, les écoles de formation, car on accueille et on forme des stagiaires psychologues ou auxiliaires de vie. La CPTS, donc c'est la Communauté professionnelle territoriale de santé,
qui regroupe les soignants libéraux. On est en lien avec d'autres colocations Alzheimer, avec la Fondation des hôpitaux, avec la Fondation Médéric Alzheimer, avec des colocations Alzheimer en Allemagne, alors plus spécifiquement à Düsseldorf pour nous, où on a fait un voyage d'équipe et eux, ils sont aussi venus nous voir. Et puis on a créé des partenariats avec les petits frères des pauvres, avec qui on a signé une convention pour partir chaque année dans une de leurs maisons de vacances. Avec les AT, alors ça c'est un partenariat improbable mais qui fonctionne incroyablement bien, car les jeunes porteurs d'un handicap sont attentifs à leurs aînés et les colocataires qui perçoivent la fragilité et la vulnérabilité se sentent impliqués, utiles et protecteurs. On a également créé des partenariats avec les salariés de la Société Générale Électrique qui est située à Buc et ils nous accompagnent depuis l'ouverture. Ils sont venus faire des team building chez nous ou installer des fêtes, faire des travaux d'entretien, accompagner des sorties en échange d'interventions sur la maladie d'Alzheimer dans l'entreprise. Donc vous voyez, c'est énorme. J'ai pas compté, mais je pense que en enlevant les familles, on n'est pas loin d'une centaine de personnes qui gravitent autour des habitants. Alors là, on arrive à une question qu'on nous pose très souvent. Est-ce qu'il est nécessaire ou non, pour animer et coordonner une colocation Alzheimer, d'avoir une formation de soignant? Alors par soignant, j'entends les professions paramédicales, comme par exemple les infirmières, les ergothérapeutes, les psychologues, les psychomotriciennes ou encore des kinés. Je pense que j'en oublie. Clairement, c'est un vrai plus. Et j'en ai souvent discuté avec mes homologues dans d'autres colocations Alzheimer. Alors pour présenter un peu mon parcours, moi j'ai un diplôme d'infirmière avec une expérience du soin en milieu hospitalier et extra-hospitalier. Mais attention, je ne suis pas l'infirmière de la colocation. Je ne fais pas de soins, mais je peux plus facilement évaluer une situation médicale et coordonner la prise en charge. Ça a été vraiment un atout dans les situations suivantes. Lorsqu'il a fallu construire le réseau à l'ouverture de la maison, j'ai tout de suite été reconnue comme légitime auprès des professionnels de santé. Les médecins prescripteurs, donc ça peut être des neurologues, des gériatres, le médecin traitant, mais également les directeurs d'hôpitaux, les responsables d'HAD, les responsables de SIAD, qui sont des infirmières coordinatrices, la CPTS, lors de téléconsultations avec des médecins spécialistes comme des oncologues ou des gérontopsychiatres, avec des services hospitaliers palliatifs, ergothérapeutes, etc. En fait, le fait, par exemple, de connaître le travail des infirmiers ou des aides-soignants a permis de régler pas mal de conflits de positionnement dans la maison des sages et surtout à répondre à qui fait quoi. J'échange avec des pairs au sein de l'HAD, de l'équipe mobile gériatrique et être infirmière permet de soutenir et guider les familles dans la prise en charge médicale de leurs parents. Ça nous a permis, avec Flore, qui est coordinatrice aux loges en Josas, dans une autre maison des sages, de créer un partenariat avec un laboratoire et ainsi augmenter la qualité des soins. Lors des appels au SAMU, alors, dire qu'on est infirmière, à un moment donné, c'est parfois le mot magique. Même s'il faut préciser tout de suite qu'on coordonne une maison qui n'est pas médicalisée. Mais l'avantage d'avoir un vocabulaire professionnel pour décrire une situation fait gagner beaucoup de temps et augmente la qualité de la prise en charge. Sur des situations similaires, les auxiliaires de vie ont eu de grosses difficultés et la réalité de l'urgence a souvent été remise en cause. La connaissance de la maladie d'Alzheimer et des pathologies associées facilite aussi la prise en charge par le médecin traitant et rassure les familles et les auxiliaires de vie. Par ailleurs, nous avons aussi beaucoup de chance à la Maison des Sages de Luc, car le Dr Smag, qui est cofondateur du projet, est bénévole en tant que médecin retraité, et on réfléchit là, en ce moment à signer une convention avec un consultant gériatre pour le futur. Alors là où c'est également un atout d'avoir une formation de soignant, c'est de pouvoir de bénéficier de formations essentielles, mais qui ne sont accessibles qu'aux soignants et qui sont un véritable atout pour le quotidien. Alors, par exemple, tous les 4 ans, je fais mon recyclage d'AGFSU2. Ça veut dire c'est la formation aux gestes et aux situations d'urgence niveau 2, donc destinée aux soignants par le SAMU. Donc, ça permet de s'entraîner à des situations d'urgence, de partager des situations complexes vécues, de prendre des conseils des professionnels du SAMU ou des soignants présents qui sont aussi en formation pour optimiser la prise en charge, mieux connaître la plateforme et les soignants qu'on sera amené à voir au téléphone lors d'appels au 15. Quand on est identifié, vraiment, on gagne du temps. Et après, je me forme également, tout comme Flore, aux soins palliatifs à la maison médicale Jeanne Garnier. Alors, la première formation consistait à apprendre à gérer la relation avec les familles des personnes en fin de vie. Ça m'a été utile parce qu'un jour, on a eu à gérer un conflit au lit d'une habitante de la maison.
Et avoir cette formation, ouais, ça a vraiment été un plus. Et la deuxième formation avait pour objectif les soins pour améliorer le confort de la fin de vie. Et grâce à ça, j'ai pu former les auxiliaires de vie de la maison à des soins spécifiques qui améliorent le confort du patient en fin de vie et à leur mise en place. Par exemple, des soins de bouche, les soins cutanés ou comment donner des gouttes d'oramorphe. Les auxiliaires se sont senties plus fortes, elles ont eu moins peur et elles ont été très contentes de pouvoir accompagner les familles dans ces soins. Et ces formations permettent également d'avoir des contacts de médecins à solliciter dès que besoin. J'ai pu le faire une fois en obtenant le transfert d'un habitant qui n'avait pas de prise en charge adaptée dans un service gériatrique hospitalier et qu'on a pu faire admettre à la maison Jeanne Garnier. Ensuite, il y a des formations qui sont ouvertes à toutes. Ça, c'est les associations des aidants et malades à corps de Lévy ou France Parkinson, parce qu'on peut se retrouver avec des pathologies qui ressemblent ou des habitants qui ont ces pathologies. Et là, j'ai pu participer à des formations ouvertes donc à tout le monde avec des conférences de neurologues, de gérontopsychiatres et qui proposent des ateliers dédiés aux soignants. Et c'est là où, encore une fois, c'est un avantage, c'est-à-dire que quand on s'inscrit comme soignant, on peut participer à des ateliers avec des partages d'expériences et la constitution d'un réseau. Et puis, il y a la CPTS. Ça, c'est pour nous un partenaire incontournable. Donc, les communautés professionnelles territoriales de santé, avec un groupe WhatsApp qui est dédié aux soignants libéraux. Et ça permet à tous les soignants d'avoir accès à des formations de tout type, mais également des cafés infirmiers, soins palliatifs. Et là, c'est un réseau efficace qui permet de répondre rapidement à des situations médicales urgentes et complexes. Alors après, en France, on n'a qu'un seul mot pour le soin. Ce mot unique en français a une double traduction pour les anglo-américains. C'est cure et care. On soigne les malades, on prend soin des patients. Et en fait, dans les maladies neuroévolutives et dans la maison des sages de Buc, c'est le care qui prédomine. Mais de temps en temps, il faut du cure. Je vais rentrer dans le rôle de coordination. Donc là, on a vu précédemment tous les partenaires à coordonner. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder plus précisément les actions menées. Donc avec les familles, la coordinatrice, eh ben, elle doit organiser des temps de convivialité, organiser les conseils de location et alerter les familles si on rencontre une difficulté avec son parent. On a un rôle de coordination avec les habitants parce qu'il faut veiller au bien-être de chacun, repérer les difficultés, transmettre, chercher des solutions. Il faut tenir à jour les dossiers médicaux pour un meilleur accompagnement par les familles. Le dossier médical, il est destiné à être utilisé par les soignants. S'il est bien tenu à jour, tout le monde gagne du temps. Et puis, on coordonne aussi la régulation des conflits. Ça arrive, c'est normal. On vit dans une petite communauté. Ensuite, il faut coordonner l'étudiant, organiser son planning de présence, le rôle qu'il doit tenir et à quel moment est-ce qu'on a besoin de lui. Avec les auxiliaires de vie, moi, je sur des transmissions quotidiennes, tous les matins, on se prend un petit moment de café, on voit comment s'est passée la nuit, et puis s'il y a des choses à mettre en place. On met en place des solutions de soutien à l'autonomie. Et puis, question administrative, il faut veiller à la mise à jour de tous les documents de suivi pour les habitants, pour les auxiliaires de vie, pour la maison. Avec les partenaires, il faut faire attention à bien coordonner les interventions pour que ça ne vienne pas intervertir avec des soins ou de l'animation. Ensuite, il y a de la coordination avec les étudiants et leurs tuteurs, mais nous, on assure le tutorat sur le terrain. Avec le bureau et le fonds de dotation, donc ça, il faut alerter sur les difficultés ou les dysfonctionnements au sein de la maison et veiller au bon fonctionnement de la maison, le chauffage, l'aménagement. Et il y a un rôle de coordination aussi avec le service d'aide à domicile. Donc nous, on travaille avec Petit-Fils. Et là, il faut veiller et alerter sur les difficultés des auxiliaires de vie par rapport aux sages, mais aussi entre elles. Et puis, je vous ai noté en bas, dans un petit encart, d'autres tâches ponctuelles qui sont pas là au quotidien, mais qui prennent vraiment du temps et qui peuvent faire prendre du retard. En fait, c'est très important d'accueillir correctement et qualitativement les partenaires et les institutionnels. Et pour certains, il y a des demandes spécifiques, il y a un accueil personnalisé à penser, ça se vient se rajouter au travail du quotidien. Et puis, il y a la gestion administrative autour des décès et l'accueil d'un nouveau colocataire et de sa famille. Et au bout de 7 ans d'expérience à la Maison des Sages, j'arrive à le chiffrer aujourd'hui. Un décès, c'est doublement de la charge de travail pendant un mois. Donc, il faut vraiment être très bien organisé et pouvoir demander de l'aide autour de soi.
Alors, je vous ai fait une petite fiche parce que ça aussi, la question revient souvent sur ce qui n'est pas dans sa fiche de poste, mais qu'on fait quand même parce que tout le monde est bien content qu'on le fasse. Et que si on le fait pas, ben, ça pose des problèmes. Alors déjà, moi, ce que je fais en soutien, bien sûr, j'ai bien marqué en soutien aux familles parce qu'en théorie, sur les papiers, c'est à la famille d'assurer ça. C'est le suivi des locations de matériel et d'approvisionnement mensuel des médicaments. C'est très compliqué de demander à la famille d'aller tous les mois vérifier combien il manque de médicaments dans la boîte et ensuite d'aller chercher à la pharmacie. C'est donc plus simple de le faire moi-même. Je gagne du temps et je peux mieux discuter ensuite avec l'infirmière libérale ou avec le SIAD. Et il y a aussi les aliments hyperprotéinés. On est quand même mieux placé pour savoir ce dont nos habitants ont besoin, ce qui manque dans les placards et ce qu'il va falloir réapprovisionner. Après, il y a l'organisation des prises de sang avec le laboratoire Servalience, parce que, comme je vous disais, c'est l'avantage d'être une infirmière qui nous a permis avec Flore de monter ce partenariat. Par contre, la contrepartie, c'est qu'ils nous ont dit, nous, d'accord, on veut bien le faire, mais par contre, c'est avec vous qu'on veut discuter, qu'on veut traiter. Donc, on organise les prises de sang et par contre, ce sont les familles qui récupèrent les résultats. J'organise la visite médicale trimestrielle avec le médecin traitant pour mieux donner toutes les informations, c'est-à-dire que c'est quand même moi qui centralise toutes les informations qui concernent les habitants, que ce soit de la part de la famille, des auxiliaires de vie, mais aussi d'autres intervenants. Et ça me permet après de faire le suivi des ordonnances auprès de tous nos partenaires. Donc la mise à jour des documents au SIAD, par exemple, mais ça peut être à l'accueil de jour ou à d'autres endroits. Et après, il y a la sollicitation des ressources de proximité et la mise en place avec les familles, par exemple pour l'accueil de jour et les psychologues. Comme on connaît très bien le processus et qu'on connaît bien les équipes, ça fait gagner du temps quand on rentre aussi dans la démarche. Et puis sur le plan administratif, ben, c'est vrai que chercher des financements ou répondre à des appels à projets, ça nous permet d'avoir plus de projets d'animation. Donc ça vaut le coup de le faire. Ça prend du temps, mais là aussi, hein, on peut se faire aider. Et puis, ben, j'ai aussi de temps en temps la nécessité de gérer le courrier des habitants parce que on a eu des retards très pénalisants pour les familles. Quand le courrier n'a pas été recueilli ou ouvert, ben, il y a eu des demandes d'appât qui ont traîné, il y a eu des impôts qui n'ont pas été payés dans les temps. Donc, c'est quand même aussi important de faire ces choses-là. La partie animation. Alors, on a une partie animation régulière grâce à la vie quotidienne qui nous offre déjà des moments de partage et de maintien des compétences cognitives et motrices. Donc on fait de la kiné, des sorties, des discussions, de l'orthophonie, le pliage du linge, le jardinage. Je pense que vous pouvez regarder, les photos sont assez explicites. La vie quotidienne en elle-même est une animation à part entière et je pense que c'est celle-ci qu'il faut le plus valoriser. Et puis, dans les activités régulières, mais qui sont aussi essentielles, pour la plupart financés par des dons. On a l'animation de temps d'échange informel, donc avec les habitants. Donc là, on voit une photo où on est tous à table ensemble, tous les déjeuners, on les partage. Le café, tous ces moments, ça nous fait repérer beaucoup de choses. Et puis dans l'animation, il y a aussi la mise en place des animations comme le violoncelle, le dessin, les arts de la table, la revue sensorielle, les bénévoles, les actes. Et puis, il faut aussi alimenter la mémoire collective. Donc, nous, on a un familiéo de maison qui est euh, nourri par les photos qu'on met sur le WhatsApp des familles. Et c'est une famille qui alimente le familiéo. On fait des petits films de la vie quotidienne qu'on destine aux habitants et à leurs familles. Et puis après, il y a le partage des moments forts de la maison. Donc, ça passe par un groupe WhatsApp, par des SMS pour les familles et les bénévoles. Et puis après, on a les animations ponctuelles. Donc, à la Maison des Sages de Buc, depuis maintenant, ça va être la quatrième année, j'organise un voyage annuel à Cabourg. C'est un voyage pour les habitants et leurs familles. Donc, on part 3 jours. On fait aussi des sorties qui sont exceptionnelles, comme le bateau mouche, faire une sortie au zoolo, aller dans le parc du château, faire des repas de seniors avec la ville, aller à des concerts. On participe tous les ans à l'exposition artistique de la ville de Buc qui s'appelle le Printemps des artistes. L'intégration d'un nouvel habitant, c'est également une forme d'animation. C'est essentiel pour la vie collective et ça prend du temps. L'accompagnement d'un décès. Rédiger un hommage qui nous aide tous à faire le deuil, c'est très important. Témoigner auprès des familles lors des cérémonies. Et puis,
Il y a la présence et l'animation des journées des familles, des séminaires, des barbecues et parfois aussi sur les week-ends. On fait des sorties en vélo adapté et puis il y a des animations de soutien au projet, donc faire des communications sur LinkedIn ou des interventions dans des salons ou des séminaires extérieurs. Je vais vous parler de nos projets 2026 pour l'animation, dans le cadre de l'animation. Et en fait, ça fait 4 ans maintenant qu'on organise un séjour de 3 jours qui permet aux proches aidants de passer un temps de vacances avec leurs parents en étant déchargés de la logistique. Le lieu de séjour, chez les Petits Frères des Pauvres à Cabourg, met à disposition une grande maison adaptée avec des fauteuils roulants, des lits médicalisés et le soutien d'une auxiliaire de vie pour aider aux toilettes le matin. Les accompagnants sont bénévoles, donc c'est la kiné de la maison, la coordinatrice, une auxiliaire le responsable de service mandataire et les auxiliaires de vie qui le souhaitent. On est en pension complète, confort maximum. Et ces séjours offrent de beaux temps d'échange et de détente. On aime bien avoir un projet de séjour. L'année dernière, on a organisé le quart d'heure national de lecture avec le Centre national du livre, en partenariat avec les éditions de livres en gros caractère Fériane et le Grand Hôtel de Cabourg. Et cette année, on voit encore plus grand. On se lance dans un projet de clip. On va partir avec Twini, notre violoncelliste, et on a monté un projet qui s'intitule Les Sages, le violoncelle à Cabourg, pour lequel nous sommes en recherche de mécènes. Donc là, vous voyez en haut, je vous ai mis un lien vers ProArti parce qu'on vient de le créer avec Twini. Et l'objectif, c'est d'utiliser le prisme artistique pour mettre en valeur la beauté du vécu des personnes âgées. Et Cabourg est un lieu exceptionnel pour vivre ça. Et les objectifs, c'est de mettre en lumière la beauté du vécu de nos aînés en perte d'autonomie, le prendre soin porté par les initiatives de la Maison des Sages, l'aspect novateur du rapport à la nature, du lien à la musique, et ici les deux ensemble. Et puis l'aspect aussi novateur de la dissolution du rapport soignant-soigné-famille, parce qu'on sera tous ensemble dans un même lieu magique. Conclusion, moi je vous dis, c'est un métier formidable. C'est un métier sans routine, car il s'adapte aux habitants. Il nécessite souplesse, spontanéité, ajustement permanent. C'est un métier 100% humain et qui a du sens, accompagner la vie au quotidien et jusque dans les derniers instants. C'est un métier qui encourage sans cesse à faire de nouvelles rencontres variées, passionnantes, enrichissantes. Et l'expérience montre que quand on ose, on obtient beaucoup de choses. Et l'enthousiasme est communicatif et motivant quand on est touché par l'attention portée aux personnes âgées et fragiles. Par exemple, le Grand Hôtel de Cabourg, je ne crois pas qu'on m'ait dit non, en fait. Jusque-là, je disais, le Grand Hôtel de Cabourg, on a quand même osé. On y est allé, on venait d'arriver à Cabourg, et donc avec une des représentantes des éditions Ferian, qui se trouve être une des familles, on est allé à l'entrée de l'hôtel, on leur a expliqué, et eh ben, spontanément, en fait, ils ont mis à notre disposition le grand salon du Grand Hôtel de Cabourg, où on a pu rester 2 heures. Et je pense vraiment que quand on a envie de faire quelque chose, qu'on est plein d'enthousiasme et que on explique aux gens en quoi ça va être bénéfique à des personnes âgées, eh ben, on a vraiment de belles surprises. Après, on a par exemple pu faire une sortie au château de Versailles. Il faut voir, on avait carrément le tapis rouge qui avait été déployé. On a été nous chercher les petites voiturettes électriques adaptées aux fauteuils roulants. Les gens se mettent vraiment en cadre, donc ça vaut le coup de toujours demander. Et puis, c'est un métier idéal pour ceux qui aiment inventer et innover. Parce qu'il y a plein d'idées à explorer, plein de bons plans à découvrir. Tant dans l'adaptation de l'accompagnement au quotidien que dans les sorties extérieures. Mais, il y a toujours un mais, c'est un métier un peu usant. Car on est en première ligne. Alors, comment faire pour éviter la tension, la surcharge, l'épuisement? Alors moi, je pense que ça passe déjà par la formation. Se former pour pouvoir être apte euh, à réagir devant de multiples situations diverses et variées. Donc la formation en soins palliatifs, en gestion de conflits, une formation aux troubles du comportement, c'est vraiment un plus pour ensuite se sentir bien. Ensuite, il faut veiller à ne pas pallier aux défaillances des uns et des autres. Ça peut aller très vite puisqu'on est la personne pivot de la maison. C'est-à-dire que s'il y en a un qui fait pas son boulot, si c'est pas fait, ça va retomber sur qui? Sur la coordinatrice. Donc, il faut vraiment veiller à ne pas faire le travail à la place des autres. La limite est parfois ténue. Donc, faut se poser, faut réfléchir, prioriser.
savoir dire non et rappeler notre rôle. Ça, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Ensuite, je pense qu'il faut avoir des personnes ressources au sein de l'habitat partagé, les familles, le bureau de l'association, qui peuvent prendre le relais dans une situation complexe, inciter à prendre du repos, nous aider aussi à bien partir en vacances et à respecter nos horaires et avoir des horaires normaux. Après, en prenant de vraies vacances, alors c'est toujours facile à dire, c'est des vraies vacances, c'est sans mail, sans téléphone, faut vraiment couper pour pouvoir se ressourcer. Et ça nécessite de discuter en amont avec les familles et le service à domicile pour savoir qui prend le relais en cas de chute, de problèmes de pilulier, de décès, de problèmes techniques dans la maison ou d'approvisionnement alimentaire. D'où la petite fiche dont je vous parlais tout à l'heure, le que faire si. Et puis constituer des fiches internes donc voilà, qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve devant telle situation? Et la dernière des choses, mais pour moi c'est presque la plus importante, c'est de créer un cercle vertueux où chacun est attentif à l'autre, dire merci, fêter les anniversaires, planifier des temps d'équipe, organiser des fêtes qui rassemblent tout le monde, mettre en valeur les belles initiatives, valoriser la solidarité et mettre de la joie, de l'humour pour donner à tout le monde envie de participer. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis je pense que je pourrai répondre aux questions tout à l'heure. Donc je Merci repasse Violaine la pour main. ce, merci Violaine pour ce témoignage motivant, passionnant et je pense que vous avez oublié d'ajouter un ingrédient dans l'indispensable des animatrices, coordinatrices, c'est la motivation et la passion. Ah oui, c'est Un clair. certain nombre de choses que vous avez dites font forcément écho aux enseignements de l'étude que va nous restituer à présent Jérémy. Mais j'ai une question. Vous vivez à la Maison des Sages ou vous avez un domicile à l'extérieur? Justement, je demande aux familles de m'aider à rentrer chez moi le soir. Non, non, tout est là-dedans en fait. Vraiment, je pense que le secret, c'est de très bien organiser le quotidien de la maison et y avoir des relais et ne vraiment essayer de se restreindre à notre travail d'animation et de coordination. Parce que sinon, mais on est amené à tout, hein. On est amené à changer les ampoules et à faire des soins palliatifs. En fait, c'est quand même le grand écart. Donc, on peut vraiment trouver des ressources auprès des familles. Moi, c'est eux mon principal support. Et le bureau de l'association aussi. Merci Violaine. Jérémy, là, on a un témoignage qui est celui de Violaine et de la Maison des Sages. Est-ce que dans notre étude que nous avons menée auprès de toutes les colocations Alzheimer, nous avons des points communs, des points de divergence? Euh, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Christine. Alors maintenant, je vais présenter les résultats de l'enquête quantitative sur les animateurs coordinateurs. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc, en méthodologie, tout d'abord, on a mené une enquête du coup quantitative. L'enquête s'est déroulée en ligne. Le terrain d'enquête s'est déroulé du 8 septembre au 7 novembre 2025 et nous avons diffusé le questionnaire à 93 colocations identifiées au 1er janvier 2025 sur le territoire français avec un tour de retour d'environ 51% et le questionnaire comprenait 24 items avec des questions fermées et des questions ouvertes. Donc, la grande question, tout d'abord, c'est qui sont ces professionnels, qui sont les animateurs coordinateurs? Alors, comme Violaine l'a dit, en fait, au sein d'une colocation, euh, elle occupe une place centrale, c'est-à-dire elle est garante du projet de vie sociale et partagée, et elle passe la majeure partie de son temps de travail auprès des habitants. Son rôle pourrait faire écho à celui d'une gouvernante ou d'une maîtresse de maison, et elle centralise les informations sur les colocataires et assure le lien avec les familles et les bénévoles. Alors, si elle est intermaillant essentiel entre les colocataires, leurs familles et les différents intervenants, elle a et prioritairement la tâche de nouer des partenariats sur le réseau de proximité, d'assurer le maillage territorial et elle garantit également l'insertion dans la vie locale en créant des liens privilégiés avec les commerçants, les associations locales, pour ne citer qu'elles. Donc, dans une colocation Alzheimer, le métier d'animateur coordinateur est principalement exercé par des femmes. Donc, 96% des personnes qui ont répondu au questionnaire étaient des femmes, avec une moyenne d'âge de 43 ans.
Donc, lorsque l'on regarde leur ancienneté, un élément ressort fortement. Les animatrices coordinatrices déclarent exercer cette fonction depuis environ 4 ans, mais leur ancienneté dans la colocation atteint en moyenne 7 ans. Alors, on peut en fait supposer ou émettre l'hypothèse que ce différentiel suggère que la fonction dans ces colocations peut s'agir d'une évolution de poste à la suite d'un départ, par exemple. Donc, leur situation d'emploi est plutôt stable. Donc, 94% sont un contrat à durée indéterminée et 74% travaillent à temps plein. Donc, parmi ceux qui sont à temps plein, donc le travail reste quand même assez élevé, comme le disait Violaine, avec en moyenne 33 heures par semaine lorsqu'elles sont à temps partiel. Donc, sur le plan des statuts, 64% sont des cadres, 75% sont des non-cadres, 23% sont cadres et 2% agents de maîtrise. Donc, ce qu'on peut observer là-dessus, c'est qu'il y a un écart en fait entre les responsabilités peut-être centrales et la reconnaissance statutaire de la profession. Alors, lorsque on voit en fait que c'est vraiment une profession ancrée du coup dans le médico-social. Et tout d'abord, en fait, on va parler de formation. Donc, en fait, la fonction d'animatrice coordinatrice en colocation Alzheimer n'est associée à aucune formation officielle. Cela se traduit par des parcours déjà très variés où les compétences se construisent davantage par l'expérience que par un cadre académique formalisé. Donc, la plupart des animatrices coordinatrices sont issues du champ du soin et de l'accompagnement avec 66% qui disposent d'un diplôme dans le secteur sanitaire et ou social, tandis que 24% possèdent un autre diplôme professionnel, parfois éloigné du champ gérontologique. 6% n'ont pas de diplôme spécifique, mais s'appuient sur une expérience dans le secteur, et 2% proviennent de formations en gestion ou en coordination de santé. Lorsque l'on examine plus finement celles issues du sanitaire et social, 21% détiennent un diplôme d'auxiliaire de vie, 15% un diplôme d'aide-soignant, 12% celui d'accompagnement éducatif et social, 9% diplôme d'éducateur spécialisé, auquel s'ajoute une proportion équivalente de 21% de diplômes d'autres spécialités, illustrant encore la diversité de ce parcours. Donc, cette hétérogénéité est renforcée par du coup l'absence de formation dédiée au modèle des colocations. Il est intéressant de faire le parallèle avec l'absence de modélisation des colocations parce que chaque colocation Alzheimer finalement est différente, que ce soit dans leur conception, que ce soit dans leur montage, dans leur gestion ou dans leur fonctionnement. Euh, du coup, seuls 17% des animatrices déclarent avoir suivi une formation spécifique pour exercer en colocation et plus de la moitié, donc 57%, n'en ont pas suivi et 26% indiquent ne pas en ressentir le besoin, ce qui témoigne d'un apprentissage largement informel. Donc, lorsque l'on s'intéresse plutôt à la formation à la maladie d'Alzheimer, on peut voir que 77% déclarent avoir reçu une formation aux spécificités de la maladie. Les contenus restent toutefois fragmentés. Les thèmes les plus fréquents abordés concernent les fondamentaux en fait, de la maladie, donc à 29%, la fin de vie de la colocation, 17%, l'alimentation et la nutrition, 14%, la communication adaptée et la gestion des troubles du comportement, 15% chacun, et enfin des sujets plus opérationnels tels que l'organisation quotidienne de la colocation ne sont évoqués que par 7% des répondants. Donc ce décalage entre les besoins du terrain et les contenus de formation apparaît d'autant plus notable que dans l'enquête sur les colocations Alzheimer que nous avons menée en 2025, 40 colocations avaient déclaré avoir rompu au moins un contrat de bail en raison d'une aggravation des troubles cognitifs, rendant la vie collective impossible. Donc, dans ce contexte, le développement d'une formation centrée sur la compréhension des troubles, comme l'a dit Violaine tout à l'heure, leur anticipation et la gestion collective apparaît essentielle. Elle constitue même un enjeu majeur de professionnalisation pour un métier qui s'est jusqu'ici construit davantage sur l'expérience que sur un référentiel formalisé.
Donc, nous allons étudier un petit peu les colocations Alzheimer en pratique. Donc, là, vous avez une carte de la France qui nous donne la localisation des 47 colocations répondues. Donc, avec un 31 colocations qui se situent plutôt dans le Morbihan. Et donc, parmi ces colocations, 95% bénéficient de l'AVP. Mais vous allez me demander qu'est-ce que c'est que l'AVP. Donc, je vais vous faire un petit historique du financement des colocations. Alors, instauré justement par la loi Elan du 23 novembre 2018 et précisé par l'article L 280-2 du Code de l'action sociale, le forfait habitat inclusif a constitué le premier levier de structuration des colocations Alzheimer. À l'époque, ce forfait finançait l'animation globale au sein de l'habitat inclusif et son montant compris entre 3 000 euros et 8 000 euros par an et par habitant euh, était versé directement aux porteurs de projet pour couvrir les frais du coût d'animation. Euh, mais en fait, cette aide avec l'expérience a montré quand même ses limites et c'est pour ça qu'en 2020, suite au rapport de Denis Pisto et Jacques Formol, ils ont proposé en fait le déploiement de l'AVP. Donc les différences majeures, c'est que cette aide propose la création d'une aide de plein droit et sans condition de ressources, comparé à avant, ouverte à toute personne âgée en situation de handicap faisant le choix de l'habitat inclusif. Donc la mesure phare consistait à transformer la subvention structurelle sur une prestation individuelle versée par le département. L'objectif est double, territorialiser la gestion de l'habitat inclusif et garantir une pérennité financière sur le long terme pour les porteurs de projets. Donc, contrairement au forfait habitat inclusif, l'AVP est une prestation sociale, individuelle, et elle est versée au moment de la prise de bail de l'habitant. Et son montant peut atteindre désormais 10 000 euros par an et par habitant, ce qui renforce en fait la capacité de recrutement des animateurs coordinateurs. Parce que cette aide à la vie partagée finance directement l'emploi de l'animateur coordinateur. Donc voilà, à l'inverse du coup des... Donc à l'inverse, des 13% des colocations ne perçoivent pas la VP et 2% ont un dossier en cours d'instruction dans cette situation. Donc, 70%, 72% des animatrices coordinatrices déclarent ne pas savoir comment leur poste est financé dans ces situations où la colocation ne bénéficie pas de l'AVP. Et parmi celles qui disposent de l'information, 50% indiquent que le financement provient euh, directement de l'employeur et 50% par les colocataires eux-mêmes. Donc, dans ce cas, cela engage un reste à charge plus important pour les colocataires lorsque la colocation ne bénéficie pas de l'AVP pour financer le poste de l'animateur coordinateur. Donc, comme Violaine l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est un métier qui, au mutus intitulé, et je pense que c'est l'une des principales difficultés dans la reconnaissance du métier d'animateur coordinateur. Et en fait, l'enquête a mis en évidence une forte hétérogénéité des appellations figurant sur leur fiche de poste. Donc, 36% des répondantes indiquent être intitulées assistante de vie, 24% auxiliaire de vie, 9% coordinatrice sur la vie partagée. Et en fait, on voit que cette dispersion des intitulés laisse apparaître que chaque colocation nomme en fait le poste en fonction de son organisation propre, de son historique, sans référence à un cadre partagé. Et elle contribue à rôle le rôle moins visible, tant pour les professionnels même que pour les partenaires extérieurs. Enfin, il n'y a pas Shiva ni couteau suisse, hein. Oui. Donc, dans cette perspective, la question de la reconnaissance du métier passe nécessairement par un travail de clarification et d'harmonisation visant à définir un socle commun de responsabilité et un intitulé unique. Donc, Violaine nous a présenté les tâches d'animateur coordinateur à la Maison des Bucs et moi, je vais vous présenter un petit peu les tâches de l'animateur coordinateur au sein de l'enquête. Donc, déjà, ce qu'on a vu en fait dans l'enquête, c'est que principalement l'implication des animatrices coordinatrices débute bien avant même l'ouverture de la colocation et leur contribution se concentre davantage sur les dimensions plutôt humaines et collectives du projet.
Ainsi, on a 60% des animatrices coordinatrices qui ont participé à l'élaboration du projet de vie sociale et partagée, ainsi qu'à la rédaction de la charte de la colocation. Donc, cette implication témoigne de leur rôle dans la définition des valeurs, des principes de fonctionnement et de la dynamique collective qui structureront la vie quotidienne de la maison. Elles sont également mobilisées dans la constitution d'un groupe de vie. 49% ont pris part au recrutement des colocataires et 45% au recrutement des bénévoles ou d'intervenants non professionnels. Ces étapes sont déterminantes pour l'équilibre futur de la colocation, car euh, car elles conditionnent en fait la comptabilité des profils, la qualité des relations et la capacité à fonctionner dans la durée. À l'inverse, les animatrices coordinatrices sont moins impliquées dans les dimensions plutôt financières et administratives du montage de projet. Donc, 19% déclarent avoir participé à la constitution du projet, du dossier de demande d'aide à la vie partagée et 17% à l'élaboration du projet prévisionnel de la vie sociale et partagée. Et 15% seulement à la recherche de financement complémentaires tels que des subventions, des partenariats ou des dons. Donc, une fois la colocation ouverte, en fait, le rôle de l'animatrice coordinatrice s'inscrit pleinement dans le fonctionnement du quotidien de la maison. Leur présence se déploie dans l'ensemble des dimensions de la vie. Tout d'abord sur les tâches administratives, ce qu'on peut voir en fait, c'est que euh, leur application est très forte sur ce côté-là parce que 96% participent à la mise en œuvre et à l'adaptation du projet de vie sociale et partagée, ce qui souligne leur caractère universel de cette mission. Elles sont également 98% à la planifier, 80% à contribuer à la gestion du budget de vie courante, tandis que 53% sont impliqués dans l'élaboration du bilan annuel ou du suivi du projet. Donc ces données en fait montrent que sans être responsable du montage financier essentiel, les animatrices coordinatrices jouent un rôle clé dans la gestion et l'ajustement du projet une fois celui-ci lancé. Sur les tâches d'animation, on peut voir que c'est un autre pilier essentiel de leur action. Donc 100% organisent ou animent des activités avec les colocataires, ce qui souligne l'action universelle de leur mission. Elles sont également 98% à planifier des activités collectives en lien avec les partenaires de proximité, 96% à soutenir la convivialité au sein du groupe avec les acteurs du quartier et 98% à impliquer les colocataires dans les décisions qui concernent la vie collective. Donc l'animation apparaît ici non seulement comme une séquence d'activité, mais comme un levier structurant finalement la participation, le lien social et la co-construction du quotidien. Concernant les tâches d'accompagnement des colocataires, euh, il est littéralement au cœur en fait du rôle exercé. Donc on peut voir en fait que la majorité en fait des questions qu'on a posées, le pourcentage est presque à 100%. Donc les animatrices coordinatrices, elles veillent au bien-être moral des habitants, elles soutiennent leur autonomie dans les gestes du quotidien, elles contribuent à la sécurisation de leur environnement de vie, notamment par la mise en place de repères dans l'espace, la prévention des risques de déplacement et surtout le lien avec les professionnels de santé. Enfin, la coordination constitue une dimension structurante du métier parce que 81% ajustent le planning collectif en fonction des besoins des colocataires, 100% assurent la transmission d'informations entre les équipes, 89% participent à la résolution de conflits entre les intervenants et 100% gèrent la communication extérieure ainsi que les informations transmises aux familles ou aux tuteurs. La constitution, en fait, et l'entretien de ce réseau de proximité constitue une mission prioritaire, particulièrement suivie par les financeurs, parce que les conseillers départementaux portent une attention particulière à ce maillage territorial indispensable à la qualité de vie, de l'accompagnement à la sécurité des colocataires. Et les données de l'enquête confirment que les animatrices coordinatrices sont pleinement investies dans cette responsabilité, avec 96% qui déclarent consacrer du temps au développement des partenariats. Donc là, on va discuter un petit peu de l'organisation au sein de la colocation. Donc, dans une journée, les animateurs coordinatrices consacrent 2 heures en moyenne pour les tâches administratives, 2 heures en moyenne pour les tâches d'animation, 4 heures en moyenne pour les tâches d'accompagnement des colocataires et 4 heures en moyenne pour des tâches de coordination. Donc, les animatrices coordinatrices travaillent au quotidien avec environ 7 auxiliaires de vie.
qui font un roulement pour assurer 24 heures sur 24 de présence auprès des habitants. Et elles participent également à la constitution de temps d'échange de bonnes pratiques auxquelles 94% d'entre elles prennent part. Ces temps sont organisés chaque semaine pour 11%, toutes les 2 semaines pour 41% et moins souvent pour 48%. Donc, ces échanges ont pour objectif d'harmoniser les pratiques, de partager des informations ou d'aborder des situations rencontrées dans la colocation. Elle se déroule sans lien hiérarchique, ce qui signifie que l'animatrice coordinatrice collabore avec les auxiliaires de vie sur un mode horizontal, en soutien et en coordination, mais sans pouvoir décisionnel sur leur mission ou sur leurs organisations. Concernant le parcours de vie des colocataires, euh, je pense que la question du suivi médical met en lumière un autre aspect de fonctionnement interne. Donc, dans les colocations Alzheimer, les familles restent très présentes. L'enquête en 2024 indiquait en moyenne 10 proches impliqués dans les colocations pour environ 9 heures de présence par semaine et 10 heures le week-end. Donc, en principe, ce sont elles qui assurent le suivi administratif et médical, donc, du coup, la prise de rendez-vous, l'accompagnement à l'extérieur, la gestion des traitements, euh, qui relèvent conformément du statut de domicile des colocations. Pourtant, dans l'enquête, on peut voir que 89% des animatrices coordinatrices déclarent participer à la prise de rendez-vous médicaux et 97% à la distribution de médicaments. Donc, ces chiffres doivent être interprétés avec prudence parce qu'ici, ils ne traduisent pas d'une responsabilité formelle ou un transfert de mission, mais plutôt une adaptation aux situations rencontrées lorsque les proches sont absents ou indisponibles, lorsqu'un rendez-vous doit être confirmé ou lorsqu'un traitement doit être mis, les animatrices coordinatrices interviennent occasionnellement pour assurer la continuité de la vie quotidienne. Donc, on va enfin parler, je pense, du gros morceau. Ce qui intéresse le plus souvent, en fait, ce sont les difficultés rencontrées du coup dans l'exercice du métier. Donc, si la majorité des animatrices coordinatrices déclarent exercer leur mission sans difficulté majeure, une part non négligeable fait néanmoins état de tension dans l'exécution de certaines tâches. Donc, les résultats montrent que 23% rencontrent des difficultés dans les tâches administratives, 13% rencontrent des difficultés dans les tâches d'animation, 9% déclarent rencontrer des difficultés dans les tâches d'accompagnement des colocataires, 23% dans des difficultés dans les tâches d'animation et 23% aussi dans des difficultés dans d'autres tâches. Alors, principalement, en fait, lorsque l'on analyse la situation rencontrée, celle-ci met en lumière une pression en fait, professionnelle qui est, sans être toujours constante, s'inscrit durablement dans le quotidien des animatrices coordinatrices. Et comme en fait, Violaine l'a dit tout à l'heure, c'est le côté aspect couteau suisse en fait, qui fait émerger toutes ces difficultés-là. Donc, en premier lieu, la charge de travail, qui est un marqueur fort, parce qu'on a 30% des animatrices coordinatrices qui nous déclarent être confrontées toujours, 36% souvent et 30% parfois. Autrement dit, 96% font face à des degrés variables à une charge de travail jugée importante. Cette charge de travail est étroitement liée à la forte polyvalence attendue. Celle-ci apparaît comme une caractéristique en fait structurelle du rôle. 72% des animatrices coordinatrices y indiquent être confrontées toujours et 23% souvent. Donc la polyvalence ici apparaît comme une caractéristique structurelle du poste, impliquant des passages constants entre animation, coordination, gestion administrative et ajustement logistique. Et ici, lorsque le temps disponible pour développer et entretenir les partenariats de proximité, celui-ci constitue quand même un point de tension. Parce que si 28% déclarent ne jamais manquer de temps sur cet aspect, 6% y sont confrontés toujours, 15% souvent et 43% parfois. Donc cette difficulté intermittente est particulièrement sensible au regard des attentes des financeurs et du rôle central attribué au maillage territorial dans le modèle des colocations Alzheimer. Donc, un autre aspect que l'on peut aussi aborder, c'est la question du coût des contraintes budgétaires qui pose souvent sur l'exercice du métier. Parce que 6% des animatrices coordinatrices y sont confrontées toujours, 34% souvent et 40% parfois. Donc, ces contraintes peuvent limiter la mise en œuvre de projets collectifs ou de partenaires et nécessitent des arbitrages permanents entre ambition du projet de vie et ressources disponibles.
Et pour rappel, l'équilibre financier des colocations est très fragile. Il est possible grâce à la mutualisation des aides de l'ensemble des colocataires et la perception de l'AVP. Donc, si cette mutualisation peut être pénalisante en cas de vacance d'une place, euh, tout de suite, en fait, ça fragilise en fait le fonctionnement et le- l'organisation de la colocation. Donc, en clair, pour résumer, en fait, le rôle de l'animateur-coordinateur, c'est vraiment un rôle indispensable au cœur d'une colocation Alzheimer. Je ne pense pas qu'une colocation Alzheimer puisse fonctionner sans ce rôle-là. Ils sont vraiment au centre du projet de vie sociale, ils sont présents avec les habitants, ils ont un lien avec les familles, les auxiliaires de vie, l'écosystème. Je pense que c'est le point central en fait de ce maillage, comme Violaine a dit tout à l'heure, de tous ces partenaires, toutes ces familles qui gravitent autour de la personne. C'est le rôle de l'animateur coordinateur de coordonner toutes ces personnes-là. Donc c'est un métier exercé par des professionnels ancrés dans les projets de vie et de colocation. Ils sont expérimentés, majoritairement issus du secteur sanitaire et social, avec un engagement durable, donc 94% sont en CDI, 64% travaillent à temps plein, et les taux de turnover sont assez faibles. Donc, une grande vacance assumée, animation, accompagnement, coordination, communication, médiation, organisation, un climat collaboratif globalement positif, puisque les relations avec les AVS, les familles ou les porteurs de projets sont évaluées comme satisfaisantes ou très satisfaisantes. Et concernant forcément les points, on va dire plutôt négatifs, c'est un métier encore mal défini institutionnellement. Donc les intitulés sont dispersés, le fonctionnement vis-à-vis des auxiliaires de vie est ambigu et certaines décisions relèvent de zones grises. Exemple, la distribution des médicaments, la prise de rendez-vous. Euh, on a une formation spécifique qui est assez limitée au modèle des colocations et à la maladie d'Alzheimer. Donc on est plutôt sur des aspects généraux de la maladie, mais en fait on se rend compte que sur le terrain, en fait, c'est des situations spécifiques. Donc des formations plus centrées sur des problèmes spécifiques comme la gestion des fugues, serait en fait un bon point de départ pour permettre à ce métier-là en fait de sortir de ces difficultés-là. On a une charge de travail aussi qui est vécue comme forte, donc 30% disent être toujours confrontés à une charge élevée, 72% éprouvent des difficultés dans le côté polyvalent du métier, et on a un rôle prescripteur limité dans la gouvernance du dispositif, puisque 28% estiment ne pas pouvoir proposer des améliorations dans la colocation. Donc, je vais passer la parole à Christine, qui va continuer sur cette présentation. On va surtout vous faire réagir, Violaine, hein, parce qu'il y a plein de points de similitude, peut-être des points qui peuvent vous étonner. On vous laisse réagir en première instance et puis on verra après si les participants réagissent également. Moi, ce qui me frappe en premier lieu, effectivement, c'est la diversité des profils des coordinateurs animateurs et les difficultés rencontrées. J'adhère, enfin, je les ai toutes rencontrées, en fait, je pense. Euh, enfin, moi, je trouve que l'étude est assez réaliste et proche du terrain. Ça ressemble bien à ce qu'on vit au quotidien. Mm. Au moins, vous ne vous sentez pas seul parce que votre témoignage, finalement, est un peu comme si vous étiez la porte-parole de tous les autres animateurs, coordinateurs, puisqu'on voit bien que les chiffres, finalement, euh, apportent un éclairage sur tous les aspects que vous avez soulignés. Euh, dans les commentaires, nous avons une personne qui précise que dans les cahiers pédagogiques de l'habitat inclusif de la CNSA, effectivement, les animatrices qui sont financées par l'AVP n'assurent pas la coordination des services médico-sociaux. Mais la question, du coup, que je vous pose, Violaine, c'est est-ce qu'il n'y a pas une différence entre une animatrice coordinatrice de l'habitat inclusif au sens large et une dans les colocations Alzheimer? Ah ben si, clairement. Mais en fait, j'ai même envie de répondre, on n'assure pas la coordination médicale et des rendez-vous, hein. Moi, je fais pas. Ce que je fais, c'est que je veille que tout le monde soit coordonné. C'est pas la même chose. C'est pas moi qui prends les rendez-vous médicaux.
C'est pas moi qui organise le suivi médical des habitants. Par contre, c'est moi, en faisant attention à bien récupérer le compte-rendu hospitalier, les résultats de labo et les ranger dans un dossier qui va être accessible ensuite par le médecin traitant, par les médecins spécialistes et par la famille, que je vais favoriser les choses. Donc moi, j'ai pas l'impression de faire ce rôle de coordination médico-sociale. Par contre, oui, je facilite les choses, ce qui est pas pareil. Et après, je voulais juste rebondir sur ce que vous aviez dit juste avant, Christine. En fait, moi, j'ai fait partie des premières à m'occuper d'un habitat partagé Alzheimer. On est la deuxième maison en France. La première, c'était la maison du Tille à Beauvais. Nous, on est parti de rien. On avait aucune fiche d'aide. Il n'y avait pas de formation. Ce métier n'existait pas. Donc, nous, on est parti de rien et on l'a construit au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une vision peut-être un peu plus large et plus complète que la plupart des animateurs qui sont plus récemment dans leur poste. Ça, je voulais le préciser. Ça fait 7 ans, c'est quand même pas rien. Alors, vous avez raison, mais du coup, je reviens peut-être au nombre de répondants que nous avons eu sur l'enquête. Il y a un chiffre Ouais, important sur lequel tu as insisté, Jérémy, c'est le chiffre de 31 qui oui, était dans le Morbihan du CLARPA. Et le oui. CLARPA, c'est quand Et eux, ils même. sont là depuis bien plus longtemps. Oui, Voilà, donc je pense oui, qu'effectivement, les données qui ressortent de cette enquête, on peut dire, sont le reflet de plusieurs années d'expérience oui, c'est vrai. et peuvent être pris, sans jeu de mots, à la lettre. Non, c'est vrai, Euh, c'est vrai. Ouais, Et je tiens à préciser aussi, je ne sais pas si tu l'as dit, Jérémy, on a touché aussi bien des colocations à but non lucratif que des colocations à but lucratif. Et donc, on oui, voit bien dans les réponses et l'homogénéité des réponses que effectivement les problématiques sont partagées, quel que soit le mm, statut de la colocation. Après, c'est une question de financement, effectivement, mais là, c'est un autre sujet qui nous amènera certainement à faire un autre webinaire à un moment donné. ouais. Euh, alors, on a une question qui concerne l'attractivité des métiers. Euh, on sait aujourd'hui que les métiers du soin sont en tension. Est-ce que vous avez le sentiment, Violaine, que la proximité et l'accompagnement qu'offrent les colocations Alzheimer permettent de limiter le turnover des professionnels et d'améliorer la qualité de vie au travail? Alors, je pense qu'elle dépasse celui du rôle d'animateur, là. Oui, de manière plus large, oui, oui. Moi, je trouve qu'il y a une forte attractivité parce que il y a du sens dans tous les métiers qui interviennent dans la colocation. Que ce soit le métier d'auxiliaire de vie, le métier d'animateur coordinateur, j'ai envie de dire même pour les familles, c'est pas, enfin, c'est presque un métier, mais il y a du sens et en fait, on le perçoit et on a une possibilité d'agir immédiatement. Quand on est dans des institutions, on est souvent ralenti par l'organisation, la grosse organisation, que ce soit en entreprise ou en milieu hospitalier, mais partout, en fait, on doit se référer à une hiérarchie et c'est long parfois et on peut pas quand on est euh, c'est très hiérarchisé. Je trouve que dans une colocation, justement, cette hiérarchie, elle s'efface. Et les auxiliaires de vie, elles ont presque plus de poids dans leurs remarques et leurs réflexions de terrain que des gens qui viennent moins souvent. Elles sont là toute la journée, elles voient ce qui se passe. Et moi, je trouve que ça efface ça. Donc, moi, je trouve que oui, ça donne une meilleure attractivité. Et d'ailleurs, sur l'enquête quantique que nous avions fait sur les colocations Alzheimer, de mémoire, nous avions un turnover des auxiliaires de vie qui était inférieur à celui des EHPAD. Je crois que c'était 5 ans en moyenne. Donc, je pense que ça vient confirmer ce que vous êtes en train de dire, Bah, Violaine. pour Alors, compléter, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que en habitat partagé, on a du temps. En fait, les auxiliaires de vie, elles vont pas courir d'un patient à un autre, elles vont pas perdre du temps dans les transports, elles sont sur place. Ce temps de la relation qui fait toute la différence en habitant partagé, on l'a. Et que ce soit que, vous voyez, même pour comparer avec mon travail précédent en milieu hospitalier, on court tout le temps et le plus grand regret des infirmières ou des aides-soignantes, c'est de ne pas avoir de temps avec les patients. Là, j'ai tout le temps que je veux et c'est ce temps qui est très précieux. le vivre ensemble, c'est une des qualités effectivement que vous devez Ah avoir ouais. en tant qu'animatrice, coordinatrice. Ah ouais, Mais ouais, alors, ouais.
il y a une question qui est posée dans le chat que j'allais vous poser de toute façon, c'est comment on se prémunit de la surcharge de travail et du risque de burn-out? Bah, j'avais fait une petite diapo là-dessus. Ouais, justement, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Euh, Déjà, je pense qu'il faut que le rôle de chacun soit vraiment identifié. Parce que c'est très facile d'aller gérer le courrier, enlever l'ampoule qui est défectueuse, accompagner la personne chez le médecin parce que la famille peut pas. Enfin, en fait, on est capable finalement de tout faire, à part que il faut pas tout faire. Et je crois que d'abord, c'est pas bon pour soi, c'est bon pour personne, mais notre rôle principal, c'est justement que les rôles de chacun soient vraiment très définis. Il faut connaître la fiche de poste de chacun pour redonner à chacun son travail. Ça m'arrive régulièrement. Moi, j'ai une famille qui me dit, Violaine, est-ce que tu peux appeler le médecin pour lui demander un lit médicalisé? Ben non, en fait, non. Non, et donc je rappelle mon rôle. Je dis, ben non, ça c'est le rôle de la famille. Donc vous prenez votre téléphone, vous appelez le médecin traitant, vous lui demandez une ordonnance. Après, je pourrais vous aider à mettre en place le lit médicalisé. Et je pourrais le faire, hein, franchement. Appeler le médecin, lui demander une ordo et avoir le truc, mais non. Si je commence à faire ça, c'est terminé en fait. Donc vraiment redonner à chacun son rôle. En fait, c'est un peu le propre de tout manager, quelle que Ouais, soit la façon dont ouais. il travaille. Ça peut faire écho à plein de personnes. Euh, alors, on a plusieurs questions qui sont arrivées. J'essaye de les classer. Une question qui est intéressante d'une future porteuse de projet de colocation qu'on suit dans le cas de Casalis, c'est: avez-vous apporté des corrections dans l'exercice de votre mission entre les premières années de la Maison des Sages et maintenant? Énormément. Mais vraiment énormément. C'est-à-dire qu'on a Alors, lesquelles on va vous poser? alors lesquels? Alors déjà, je pense qu'on avait des idées très très naïves, préconçues sur l'accompagnement des personnes âgées, sur ce qu'elles allaient faire, ce qu'on allait pouvoir leur faire faire dans un habitat partagé, par exemple préparer le repas avec nous. C'est le soutien de la vie dans la vie quotidienne fait vraiment partie des missions de l'habitat partagé. Les années, ce que je disais, c'est l'animation, elle commence par le quotidien. À part que ce qu'on n'avait pas forcément prévu, c'est que les personnes âgées, elles ont pas forcément envie de faire la cuisine. Mais ça les intéresse pas du tout. Ou alors, on avait aussi mis en place un potager dans le jardin avec des petites tomates pour aller les regarder. Et en fait, une dame nous a dit, c'est bon, hein, moi, pendant la guerre, je devais m'occuper de mon jardin et c'était le seul moyen pour nous de nous nourrir. Aujourd'hui, merci, mais non merci, quoi. Et on s'est retrouvé avec notre jardin avec un qui l'arrosait au Karcher avec le truc le plus fort, donc on n'avait plus de tomates. Et on s'est dit, bon, bah, nos idées de jardin, finalement, ça tient pas. La cuisine, ça tient pas. Il y a plein d'autres petits détails aussi qu'on avait mis en place, aller faire des courses avec eux. En fait, c'est pas possible. Enfin, nous, c'est pas possible. On avait acheté des caddies, hein, on s'était vraiment mis en quatre pour démarrer. Mais en fait, le temps d'aller faire des courses, si c'est pour le déjeuner, en gros, c'est mort. Hein. Faut pas avoir besoin là immédiatement d'aller faire une course. Il faut que ce soit quelque chose un peu d'exceptionnel. Que si on le fasse pas, c'est pas grave, parce qu'il y a tellement d'imprévus que voilà qu'on est obligé de s'adapter tout le temps. Donc oui, ça a énormément changé dans le projet du départ et celui qui est aujourd'hui. Mais c'est bien, c'est ce qui rend vivant. Hein. En même temps, les exemples que vous donnez, c'est ceux d'une famille classique. Bah En fait, les complètement. parents envisagent de faire un jardin et que le gamin s'occupe de faire pousser les tomates, et en fait, les gamins n'en ont rien à faire. Enfin, en fait, Mais c'est une famille complètement. que vous recomposez là au sein de la maison des sages. Complètement. Il y a d'autres choses aussi. On s'était dit qu'on allait faire intervenir beaucoup les voisins ou des bénévoles dans le jardin, mais en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de ces personnes attendaient quelque chose, une sorte de reconnaissance qu'on n'était pas en mesure de leur apporter, et ça a créé des tensions. Ils disaient, mais moi, je vous ai fait ça, donc en contrepartie, bah, ce serait sympa de me faire ça. Et on dit, bah, en fait, non, ça, on peut pas. Donc, on a là aussi, on fait très attention à ce qu'on demande aux personnes qui proposent de venir nous aider pour pas se retrouver ensuite dans une question de redevabilité qu'on peut pas assumer, quoi. Alors, la question de votre charge de travail et de vos responsabilités interroge beaucoup là, les Ouais, je suis pas internautes. étonnée, hein. Ouais. On a une question, c'est: comment avez-vous communiqué avec les familles sur les limites de votre rôle? Vous avez Alors, répondu en partie, mais je pense que
Il y a Ouais, j'ai plus répondu d'attente. un petit peu. En fait, au départ, au début de la colocation, à l'ouverture, c'était déjà pas forcément hyper clair pour moi. Donc, j'ai construit ça avec les familles. Et on a bien vu les limites. C'est-à-dire qu'un jour où une personne nous a a trop tiré sur le portail de l'entrée et l'a cassé, c'est moi qu'on a appelé. Quand il y en a un qui a réussi à s'échapper par la porte, un dimanche après-midi, c'est moi qu'on appelait. Et je venais. Et en fait, c'est les familles un jour qui m'ont dit, mais en fait, il y a un truc qui va pas parce que on serait chez nos parents, c'est nous le week-end qui intervenons. Donc, c'est pas logique. Et c'est eux qui ont créé un planning de veille, c'est-à-dire que tous les week-ends, il y a une famille qui fait la veille. Alors, une veille téléphonique, ça les engage pas énormément. Ça veut dire qu'ils doivent appeler le samedi. Allez, on va dire vers 14 heures quand ils sont tous un petit peu à la sieste, et le dimanche, et ils appellent à la maison l'auxiliaire de vie en lui demandant est-ce que ça va, est-ce que tout va bien, est-ce que vous n'avez pas de soucis. Et ensuite, s'il y a un problème, c'est arrivé, on a eu un problème de chauffage ou un problème de porte ou un habitant qui posait une question, enfin un problème là de suivi. Et ben en fait, cette famille met sur le WhatsApp un message en disant je viens d'appeler la maison. Le chauffage semble en panne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer? Et directement, en fait, c'est impressionnant, hein, la solidarité qui se met en place. Il y a une famille qui va passer, qui va dire à tous les autres, bah écoutez, je suis passée, par contre, je sais pas m'occuper du chauffe-eau, bon, je vais passer dans 2 heures. En fait, ça s'est mis en place, j'ai envie de dire, 2 ans après l'ouverture. Et puis, les anciennes familles sont parties, puisque leur proche est décédé. Et on s'est retrouvé avec des nouvelles familles qui n'avaient pas cet historique-là. Et il a fallu recommencer à réexpliquer le rôle, mon rôle, justement parce que bah, quand ils arrivent, on les aide. On les aide à installer leurs parents, on les aide pour l'accueil de jour, on leur dit faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci. Et quand ils arrivent dans la maison, ils ont bien compris hein, que c'était un habitat partagé normal. Mais en fait, il me demande quand même en permanence, est-ce que vous pouvez changer ce médicament dans le pilulier? Ben non. Non, en fait, non. Et donc, je réexplique au fur et à mesure. Alors, tout ça avec beaucoup de gentillesse et de pédagogie, parce que c'est normal qu'ils sachent pas. Hein. Et en fait, ce qu'on s'est dit là, c'est que on risquait de perdre l'état d'esprit pionnier du début, de l'ouverture avec les nouvelles familles, et qu'il fallait qu'on le relance et qu'on le recrée. Et donc, au mois de novembre, on a fait ce qu'on appelle un séminaire des familles, une journée complète où on a invité toutes les familles, les enfants, les petits-enfants. Bon, les petits-enfants, ils sont pas trop venus, mais c'est normal, mais ils étaient invités. Et pendant cette journée, on a reparlé de tout l'historique du projet, comment le projet s'était monté, les difficultés qu'on avait eues, les finances, aujourd'hui où on en était. Et l'après-midi, c'est moi qui animais toute la partie animation et coordination. Et j'avais fait une fiche sur le rôle de chacun. Et on a vraiment repris le rôle de chacun. Les auxiliaires de vie, ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas, ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que les familles font, ce qu'elles ne font pas. Et en fait, je pense que c'est un travail qu'il faut faire très régulièrement parce que la colocation évolue. On évolue, les personnes qui habitent sont pas les mêmes, les bénévoles sont pas les mêmes, les familles sont pas les mêmes, et c'est un super travail. En fait, je trouve ça très chouette, moi, de faire ça avec les familles. Ça rend les choses présentes là. En vous écoutant, je me dis, et que se passera-t-il si demain Violaine, pour X raisons, est obligée de quitter la maison des sages? Comment se passera le relais? Est-ce que justement, alors dans les entreprises, on parle de poursuite de plan d'activité. Est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez? Ouais, ouais, carrément. Alors, j'ai subi une chirurgie urgente il y a ça va faire 3 ans maintenant. Donc, c'est-à-dire que j'étais au boulot à midi et à 17 heures, j'étais sur la table d'opération. Je me suis absentée pendant un mois, 6 semaines en tout, je pense. C'était donc pas du tout prévu. Et là, on s'est rendu compte que ben, ça tournait pas très très bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait toute une partie de mon travail qui n'était pas visible pour les familles, pour les auxiliaires de vie. En fait, il y a la partie visible de ce qu'on fait. Ça paraît simple. On va parfois à la pharmacie, on répond au téléphone, mais il n'y a pas toute cette partie souterraine des partenariats, des réseaux. Euh,
Et en fait, cette partie-là a manqué. Donc, pour tout dire, j'étais sur mon lit d'hôpital et je répondais encore au téléphone parce que s'il n'y avait pas la réponse. Et là, on s'est dit, non, en fait, ça va pas du tout. Donc, ça fait depuis 3 ans qu'on a travaillé là-dessus avec les familles et ça marche bien puisque quand je pars en vacances, bon, ça demande un peu de travail en amont, un peu de travail au retour, mais je peux partir un mois, la maison elle tourne nickel et je peux vraiment partir en vacances l'esprit tranquille. Ce qui est moins facile, c'est quand il y a un décès pendant les vacances parce que on est très attaché aux habitants. C'est des gens qu'on a accompagnés pendant plusieurs années. Là, on a perdu une dame au mois de début novembre, fin octobre. C'est quelqu'un que j'accompagnais, qu'on accompagnait tous depuis le début, 6 ans. J'ai suivi à distance. C'était pas possible de faire autrement, mais c'est moi qui le veux, ça. Mais voyez, ça c'est quelque chose, les familles s'en sont rendues compte. Elles m'ont dit, ma pauvre, tu sais, tu t'as pas eu des vraies vacances. Je dis si, je me suis reposée quand même. Mais vous voyez, à Noël, où c'était plus calme, ce sont les familles qui m'ont dit, écoute, comme c'est plus calme, peut-être que tu pourrais prendre quelques jours de récupération et puis on s'occupe de tout. Et j'ai pu, alors là, faire un break total, parce que comme il s'est rien passé dans la maison, à part si une coupure d'eau et une coupure de chauffage, mais tout s'est quand même bien passé. Donc on réfléchit à ça et effectivement à la transmission. C'est très important ça d'y penser, j'ai presque envie de dire dès le début, hein. Alors, il y a vraiment plusieurs questions qui sont très variées. Alors, peut-être on va rester sur cet aspect, je dirais, un peu éthique. Alors, une personne nous dit: «Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je me demande comment est gérée la question éthique. Comment on évite les dérapages non intentionnels? Comment on prévient les comportements un peu trop paternalistes, par exemple? Parfois, en voulant bien faire, on fait un peu trop, surtout dans ce contexte de sorte de famille recomposée, alors qu'on doit rester dans un rôle de professionnel, même si l'aspect humain est très important.» Alors, j'ai ma propre réponse, mais je pense que c'est la vôtre qui Non, mais c'est intéresse. hyper intéressant. C'est vrai, c'est une question très intéressante. L'aspect éthique. Euh, c'est tous les jours, tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, c'est une question qui nous occupe. Est-ce que c'est vraiment dans le respect de la personne, puisqu'elle ne peut pas s'exprimer? Est-ce que j'ai eu la bonne attitude? Et c'est quelque chose sur lequel on travaille avec l'équipe des auxiliaires de vie, avec le Alain Smag, le docteur Smag, avec les familles, du juste positionnement. Alors ça, c'est plutôt en équipe, le juste positionnement, mais en fait, on s'en parle vraiment avec beaucoup d'humilité, en se disant, là, ce matin, tu vois, est-ce que vraiment tu penses que c'était la bonne façon de répondre, par exemple, à tel, et l'auxiliaire de vie peut très bien nous dire, non, mais en fait, ça a été plus fort que moi, c'est parti spontanément. Et je dis, ouais, en même temps, je comprends, vu le contexte et tout. Et en fait, là, on va se poser sur cette petite question éthique. La question éthique, elle arrive beaucoup, surtout avec la fin de vie, avec les soins palliatifs. Là, elle prend vraiment toute son ampleur. Quelle est ma place? Là aussi, la question de la place professionnelle. Euh, je pense que en fait, on n'oublie pas qu'on est des professionnels tout simplement parce que quand on rentre chez soi, il faut couper. Et pour couper, il faut avoir anticipé le fait d'être rentré chez soi. Moi, c'est une question que je me pose tout le temps en fait. Et je me suis rendu compte que l'aspect professionnel, euh, c'est au moment des décès que ça pourrait être plus compliqué. Vous voyez, par exemple, on perd un habitant auquel on est très attaché, mais qu'on accompagne depuis 6 ans. Et moi, il y a une famille qui me dit, mais ça doit être très dur pour toi. Tu as dû pleurer énormément. Et je dis, mais en fait, non. Non, parce que quand elle est rentrée, je savais que ce serait l'issue. C'est-à-dire que depuis qu'elle est rentrée dans la maison, on sait qu'on l'accompagne vers ses derniers instants. Donc tout ce qu'on peut prendre de vie, on le prend, mais le moment où ça arrive, en fait, c'est normal, on y est préparé. Et après, ce que je disais, alors de toute façon, tout allait assez vite tout à l'heure dans ma présentation, mais quand je parle des hommages, du temps qu'on passe aussi à faire des hommages et des petits films, et accompagner les familles et accompagner la cérémonie, c'est un temps de deuil indispensable. En fait, on se donne un mois entre le décès d'une personne et l'accueil d'une nouvelle personne, et il y a 15 jours qui sont consacrés au deuil.
où on exprime, on récupère les récits, les petites histoires qu'on a vécues avec la personne auprès des auxiliaires de vie, des bénévoles, des familles. On rédige quelque chose et on dit un vrai au revoir. Et en fait, quand on a dit au revoir, il y a un petit laps de temps, je vais dire d'une semaine, 2 semaines, où bah, c'est vide et après on est prêt à accueillir quelqu'un d'autre. Et tout ça, on l'a acquis avec le temps. Hein. Je pense que c'est pas inné. Hein, alors, on a des stagiaires psychologues ou des stagiaires auxiliaires de vie qui vivent ces moments-là, ces moments très forts. Soit des moments avec des troubles du comportement, soit ces moments de deuil. Et qui nous disent, bah, je sais pas comment me positionner, je sais pas quelle attitude avoir, parce que en fait la famille, elle a l'air très détendue. Je les ai même vus rire dans la chambre, c'est bizarre. Et ça, tout ça, ça nous aide aussi à verbaliser, dire, bah, en fait, c'est normal. La mort fait partie de la vie. On accepte de l'accueillir dans la colocation. Ça ne veut pas dire qu'on la nie ou que ça nous fait aucun effet, mais elle fait vraiment partie de notre accompagnement. Je sais pas si j'ai bien répondu. Et je confirme pour avoir suivi un peu l'accompagnement de la Maison des Sages dans le décès de la personne que vous avez évoquée. Le jour de Ouais. l'enterrement, par exemple, de la cérémonie à l'église, il n'y avait pas confusion. On savait qui était de la famille et qui Oui. était l'accompagnant depuis 6 ans de la personne décédée. Et Et vous avez vu, je suis pas rentrée de vacances. complètement. J'étais pas à l'enterrement. Je me suis dit non, je suis en vacances, je suis en famille. Eh ben, je regrette. C'est vrai, ça m'a coûté, mais non. En fait, tout ça, ça fait partie aussi des. Ben, j'ai dit au revoir autrement, en fait. Hein. Et vraiment, enfin, même les auxiliaires de vie qui n'ont pas peut-être la même capacité à prendre ce recul, parce que de par leur proximité avec la personne, vous avez un peu de la distance, vous, très honnêtement, ils étaient tout à fait à leur place et de façon très naturelle, même si parfois les familles avaient envie peut-être de les pousser plutôt vers le versant familial. Donc je pense que cette Oui, question de paternalisme, je pense qu'elle est centrale dans le projet. De toute façon, qui est construit dans la maison de ce projet de vie sociale partagée et la limite des uns et des autres. oui. Je rebondis là-dessus pour dire aussi que je pense que ça fait partie aussi des atouts de ma profession d'infirmière. Moi, j'ai eu affaire à beaucoup de décès à l'hôpital. J'ai accompagné beaucoup de personnes dans le deuil. Euh, Cette expérience-là, je dis pas que c'est facile, attention, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais je l'ai travaillé, j'ai fait des formations, j'ai pas peur. En fait, aujourd'hui, je n'ai plus peur de la mort. Je pense aussi que cette approche que j'ai du soin palliatif et de la personne et de la famille, ça rassure beaucoup les auxiliaires de vie qui se disent, ah ben non, mais finalement, c'est normal. Donc ça aussi, c'est un des atouts. J'aurais pu le rajouter dans les atouts du métier précédent, mais oui, oui, c'en est un. Ouais. Il y a une question, il y a une question sur la standardisation. Une personne qui réagit en disant, est-il vraiment pertinent de plaider pour une standardisation des intitulés de fonction, des profils de poste? Est-ce que le risque de rajouter une case n'est pas de rigidifier une fonction qui nécessite pourtant inventivité, souplesse et initiative? Alors, je crois que ce n'est pas du Moi, tout je, l'objectif. non. Moi, je crois qu'en fait, ça ne change rien. Par contre, au niveau des institutionnels, c'est hyper important parce que sinon, ils savent pas à qui ils s'adressent. Moi, je trouve que c'est important qu'on ait tous le même intitulé de poste parce que on saura que derrière cet intitulé, ça signifie qu'on est en charge de la coordination, de l'animation. Maintenant, la façon dont on le gère en interne, il est propre à chacun. C'est-à-dire qu'il y a des maisons où il y aura, bah nous, on est avec des gens qui ont une maladie d'Alzheimer, donc on va pas faire comme s'ils n'étaient pas malades. Ils sont malades. Par contre, il y a des colocations ou des habitats inclusifs où les personnes n'ont pas de troubles cognitifs ou de maladies neuroévolutives, où il y aura peut-être moins d'accompagnement avec les familles, auprès des médecins et tout ça, et où il y aura plus de temps d'animation. Mais ça, j'ai envie de dire, après, c'est en interne qu'on peut adapter les choses. Moi, je crois qu'au contraire, je trouve que c'est une plus grande force de savoir à qui on s'adresse quand on... Parce que les termes que j'ai vus tout à l'heure, ils sont quand même très variés, hein. Euh, moi, quand on me disait vous êtes l'animatrice, je me disais c'est un peu réducteur quand même, hein, par rapport à tout ce qu'on fait. Voilà, enfin c'est ce côté réducteur en fait. Je trouve qu'on a
ce terme animateur, coordinateur de vie sociale et partagée, il est un peu trop long à mon goût, mais n'empêche que il dit quand même ce qu'on fait dans la maison. S'il y aurait que animateur ou coordonnateur, je trouve il y a pas. Et je pense qu'on peut l'affiner ce terme, hein. À mon avis, il y a encore des choses à discuter, hein. Mais ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était trop varié, trop différent. Et effectivement, il ne faut surtout pas standardiser parce qu'avoir Ah une non, colocation de personnes atteintes de troubles autistiques ou handicap moteur, ce n'est pas la même chose qu'Alzheimer et il faut que l'animatrice coordinatrice puisse personnaliser son intervention en fonction du public ouais, accueilli dans la maison. Et je ne devrais pas dire public accueilli, en fonction du domicile où elle exerce sa fonction. ouais, exactement. On a deux questions qui se rejoignent un peu. Ouais. Euh, alors, quel est votre rôle avec les auxiliaires de vie? Avez-vous l'autorité en cas de problème? Avez-vous la main sur le recrutement et la formation? Si vous voyez qu'un professionnel ne convient pas en termes d'accompagnement des personnes, quelle marge de manœuvre avez-vous? Et est-ce que cela n'est pas frustrant de ne pas avoir la main? Alors, non, je n'ai pas la main. Non, je ne participe pas au recrutement des auxiliaires de vie, mais j'ai mon avis à donner. Non, je n'interviens pas dans la gestion des auxiliaires de vie. En fait, ça, c'est vraiment le rôle du service mandataire. Et il faut bien se rappeler que pour avoir s'appeler habitat inclusif, habitat partagé, selon la loi Elan, il faut que les trois entités soient bien séparées. C'est-à-dire qu'il y ait un propriétaire du logement, celui qui gère l'immobilier, qu'il y ait un service mandataire qui soit prestataire, mandataire, peu importe, enfin, mais qui ait un service d'aide à domicile et qu'il y ait une association. Euh, la coordinatrice, elle fait le lien entre tout ça. Si on commence à s'occuper des auxiliaires de vie, à faire leur planning, alors je parle pour moi, hein, parce que je ne sais pas comment se passent les autres colocations. Là encore, pour rejoindre la question que vous disiez avant, ça dépend vraiment des colocations. Il y a des colocations où je sais par exemple que c'est dans le Morbihan, les coordinateurs, animateurs sont plus proches des auxiliaires de vie. Donc ça, c'est très varié. Mais nous, à la Maison des Sages de Buc, on a vraiment séparé les choses parce que sinon, là, c'est plus Shiva, hein, je sais pas comment je m'appelle, hein, mais c'est plus possible. Si en plus, il faut que je gère les plannings, les absences, les conflits, Non. En fait, moi, je travaille donc avec le service mandataire. Donc, nous, c'est petit-fils à Versailles. La responsable s'appelle Volsi. Et donc, je travaille vraiment en collaboration étroite avec Volsi, c'est-à-dire que c'est moi qui suis sur le terrain. Volsif vient plusieurs fois dans la semaine, de façon ponctuelle, mais surtout, elle vient dès que je l'appelle, elle répond au téléphone dès que je l'appelle. S'il y a un conflit entre deux auxiliaires, ça arrive, malheureusement ça arrive, ou entre une auxiliaire de vie et une aide-soignante du SIAD, je vais essayer de le gérer en direct parce que je peux pas le laisser pourrir le truc. Donc, je vais prendre les deux personnes et je vais leur demander d'arrêter donc là aussi c'est vrai qu'avoir une formation en gestion de conflit ça aide bien hein, pour repositionner chacun redonner à chacun son rôle mais je ne vais pas aller dans la gestion du conflit approfondi. Donc je gère l'urgence en fait je suis un peu le pompier mais après c'est la personne responsable du service mandataire qui va venir sur place en général elle arrive dans la matinée moi et elle va prendre les personnes qui étaient en conflit individuellement, ensemble, elle va gérer les choses en profondeur. Donc non, non, je m'occupe pas. Par contre, effectivement, je peux dire que je trouve que, alors là, on n'a pas ce problème-là parce que nous, on n'a pas de turnover et nos auxiliaires de vie, ce sont les mêmes depuis quasiment le début, hein. Donc, je peux pas dire que je participe au recrutement ou au fait enfin, ou qu'il y ait quelqu'un qui correspond pas. Mais bien sûr que si je vois quelque chose qui me titille ou pour là revenir à une question qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'éthique, par rapport à une situation où je me dis peut-être qu'il faut, là, on se rapprocherait peut-être d'une question de maltraitance. Il faut absolument qu'on le traite. Oui, là, je vais appeler ma collègue en disant est-ce qu'on peut en discuter et on en discute avec la personne concernée. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez pas ce pouvoir-là envers les auxiliaires de Non. vie. Et c'est vrai que dans notre étude, la première étude observationnelle que l'on avait menée dans 6 colocations, on a eu quand même des situations de maltraitance où l'animatrice coordinatrice ou l'animateur coordinateur, je ne sais plus, ne s'était pas autorisé à intervenir parce que ne sachant pas comment faire, n'étant pas Oui. formé à la gestion de conflits. Et je pense que ce qu'il faut retenir dans ce que vous dites, c'est qu'il faut vraiment être super formé.
Ah ouais. aussi bien à la gestion administrative que à la maladie, que à la gestion de conflits, parce que qu'on le veuille ou non, on est dans une communauté avec Alors, dizaines de ouais. personnes. Et les conflits, ça m'est arrivé d'en avoir avec aussi euh, des familles qui vont vous reprocher, par exemple, je sais pas, un peu n'importe quoi, mais en fait, un truc qui ne fonctionne pas, vous êtes forcément la personne responsable. On est quand même dans une maison où les gens ont une maladie qui n'est pas facile à accueillir par les familles, où l'image que ça renvoie est parfois difficile, bouleversant. Et l'attaque est un mode de défense, hein. Et donc, quand on le sait, on peut arriver à prendre cette distance et de se dire, de faire intervenir la bonne personne. On peut peut-être faire intervenir un médiateur extérieur. Ça peut être le président de l'association, ça peut être un médecin, le médecin traitant, ça peut être, et ça nous est arrivé, nous, de faire intervenir le médecin traitant. Une famille qui refusait de croire que son parent était en fin de vie nous accusait en fait en gros, de le faire mourir plus vite que la nature. Et là, on a fait intervenir le médecin traitant qui leur a dit médicalement, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Votre parent, je suis désolée de vous le dire, mais votre parent est en fin de vie. Et en fait, on est au milieu de tout ça. On se prend quand même hein, parfois de l'agressivité ou de l'attention, des reproches. On peut avoir une petite remarque culpabilisante. Et enfin, c'est difficile hein, de pas le prendre pour soi, parce que comme on est la personne au centre du dispositif, on se dit bah, peut-être que j'ai raté un truc, peut-être que là, donc c'est aussi très important de se remettre en question, hein. Mais c'est aussi très important d'avoir une équipe de soutien. Et pour moi, c'est vraiment ce bureau des familles avec trois représentants des familles, notre président d'association, qui est le maire de Buc, le docteur Smag, et puis on a aussi des bénévoles extérieurs. On a un bénévole qui est en soutien DRH si on a besoin. On a un bénévole en gestion de crise. On a des supports, en fait, des soutiens. Quand on est dépassé, on appelle. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui se passe avec les auxiliaires de vie dans la journée, je suis la première à être sur place et ça me paraît évident de gérer ça. Je peux pas laisser le truc, c'est évident pour moi, ouais. Mais j'appelle les personnes après, qui vont prendre la suite. Alors, on voit bien comment les familles sont importantes. Et il y a une question sur le séminaire des familles que vous avez évoqué. Ouais. Est-ce qu'au-delà de la présentation du rôle de chacun, est-il aussi pensé comme un temps pour proposer la co-construction de projets? Ah bah oui, oui, mais en fait on le fait plus au moment des conseils des familles ou des barbecues des familles. On le fait plus de façon informelle dans des moments où c'est agréable, sympathique. Voyez par exemple ce projet de Cabourg, de vacances à Cabourg, le violoncelle, c'est venu parce qu'on crée des partenariats et puis on se dit oh ce serait merveilleux si. Et en fait il y a une famille qui passe qui dit ah bah moi j'adorerais. Ah bah du coup viens on va le faire ensemble et puis on met un petit message qu'est-ce qu'ils veulent faire avec nous. En fait, ça se fait plus de façon informelle, la construction des projets communs. Le séminaire des familles, il a vraiment servi j'allais dire presque institutionnaliser notre rôle et justement de poser les limites de notre rôle. Parce que, comme encore une fois, on est capable de un peu tout faire, on nous demande de un peu tout faire. Et voilà, le séminaire, il servait vraiment à ça en fait. Jérémy, tu veux rajouter quelque chose, je crois, par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Oui, en fait, du coup, la fondation, en fait, on a eu un chiffre en fait qui est sorti, qui est très évocateur en fait, qui permet un petit peu d'être un point de levier pour pouvoir en fait pallier à tous ces problèmes-là, toute cette charge de travail importante, tout ce rôle de couteau suisse euh, qui est difficile à gérer au quotidien, et c'est que 64% des animatrices coordinatrices se déclarent intéressées par pour participer à un groupe d'échange de pratiques, de bonnes pratiques entre animatrices coordinatrices et en colocation Alzheimer. Alors, au-delà d'un groupe de partage de bonnes pratiques, c'est même un groupe de supervision où effectivement chacune arriverait avec des études de cas et pourrait ensemble construire des solutions et les faire partager. Et je crois qu'il y a un QR code qui va s'afficher à l'écran d'ailleurs, puisque c'est la Fondation Médéric Alzheimer qui va mettre en place ce groupe de supervision, alors qui nous a été demandé par les animatrices coordinatrices des colocations Alzheimer, hein, et confirmé par l'enquête. L'idée, c'est de le mettre en place assez rapidement, d'organiser 4 réunions dans l'année où chacun
puissent effectivement se nourrir et avoir un peu une bulle d'oxygène, puisque c'est comme ça qu'on nous l'avait demandé. Et ça me renvoie à la dernière question peut-être de ce webinaire, parce qu'à un moment, on pourrait rester toute la journée à en parler, mais il y a une personne qui doit certainement être en reconversion qui vous demande, Violaine, quelle Ouais. formation ou marche à suivre me conseillez-vous pour une reconversion professionnelle en tant qu'animatrice coordinatrice et ne venant pas du milieu médical? Ah, ah, c'est pas Donc, on vient de facile. démontrer tout le contraire, qu'effectivement, Oui, vous bah avez... ouais, c'est pas facile. Pour moi, c'est pas facile. Je pense quand même que euh, une formation en soins, en accompagnement, en tout cas en soins ou dans l'accompagnement du public qu'on accompagne. Donc pour nous, ce sont des personnes âgées atteintes de maladie d'Alzheimer. Euh, Qu'il y ait quand même une connaissance de la personne âgée et des pathologies qui peuvent subvenir, qu'il y ait une connaissance de la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment un atout. En fait, spontanément, j'allais vous répondre, il y a Famille Solidaire qui propose des super formations, donc j'allais dire tout de suite Famille Solidaire, mais après, c'est vrai que pour s'occuper de personnes âgées avec des troubles Alzheimer, euh, ça peut être, je sais pas. En fait, honnêtement, je sais pas. Peut-être d'avoir une expérience d'auxiliaire de vie, de terrain, d'aller voir, mais ça va donner l'expérience auprès de la personne âgée, mais pas tellement sur le soin. Euh, Non, mais sans J'avoue vouloir que je sais pas standardiser, trop. sans vouloir standardiser et très clairement, ce qui ressort de tous les travaux que l'on a pu mener, c'est que ce rôle pivot que vous avez, les animateurs coordinateurs, nécessite d'avoir une formation qui allie le cure et le care, hein. Et vous Ben l'avez dit ouais. vous-même à un moment. Ben oui. Ben non, mais Et je en fait, pense que pour c'est allier un. le cure et le care, il n'y a pas Ouais. 36 000 formations. Il faut être issu du milieu Ouais. paramédical Ouais. ou une infirmière, comme des infirmières coordinatrices que l'on peut trouver, ou des IPA. Très clairement, c'est la meilleure façon de s'adapter aux spécificités des colocations Alzheimer. Et bien évidemment, ce qu'on est en train de partager là ne concerne que les colocations Ah oui, Alzheimer. oui. Ah, ça concerne que les colocations Alzheimer. Mais effectivement, en fait, avoir un métier issu du soin fait gagner un temps fou et surtout donne une qualité énorme à l'accompagnement des personnes âgées. Je pense que ça s'invente pas, en fait, d'accompagner quelqu'un en soins palliatifs au lit du malade, de gérer des troubles du comportement, de voir que tel médicament, il est peut-être en cause et de dire au médecin traitant et à la famille, peut-être qu'il faudrait que vous puissiez rediscuter de ça parce que il est probable que le médicament là soit pas ajusté, de savoir voilà, de connaître les médicaments, les effets secondaires, de se dire qu'on peut faire appel à des collègues infirmières, que on peut faire appel à la CPTS. Si on n'est pas soignant, on peut pas en fait. Il y a plein de choses où quand on n'est pas soignant, on n'a pas accès à toutes ces aides, à toutes ces plateformes, et c'est de pouvoir le faire. C'est offrir une qualité de vie et une sécurité aux habitants et aux familles. Donc c'est vrai que moi je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Mais par contre pas dans d'autres types d'habitats partagés, bien sûr. Enfin si les gens n'ont pas de pathologie particulière, on est comme dans n'importe quel milieu professionnel. Mais c'est vrai qu'en colocation Alzheimer, c'est quand même particulier. Avant de vous passer peut-être le mot de la fin, rappelez aux animatrices coordinatrices qu'elles peuvent s'inscrire pour le groupe de supervision, mais de toute façon, un mail partira. Mais surtout, peut-être... euh, non, mais je vous laisse le mot de la fin, je le dirai après. Je vous Ah, oh laisse le là mot de la là! fin, Violaine. Ah oui, c'est pas facile. Euh, Le mot de la fin. Non, mais moi, je trouve que c'était... bah déjà, merci de m'avoir invité à partager mon expérience, hein. Je redis bien encore une fois, c'est mon expérience à moi, à la Maison des Sages de Buc, et ça n'est absolument pas une norme à suivre ou quelque chose à adapter partout, parce que justement, je trouve que quand j'ai rendu visite à plusieurs de mes collègues dans leur colocation Alzheimer, on n'a pas le même fonctionnement, on n'a pas les mêmes habitants, on n'a pas les mêmes familles.
Et c'est ce que je trouve hyper riche, c'est de voir cette diversité des habitats partagés et la façon de les accompagner. En allant voir Caroline Deligny à la Poussinière, chez elle, ça marche hyper bien le jardin. J'étais jalouse en fait, ça marche vachement bien son potager. Bon, est-ce que c'est parce qu'on est en région parisienne ou est-ce qu'on a moins le... Elle a des animaux, nous, c'est un truc un peu compliqué en région parisienne. Chaque habitat est individuel et unique et je pense que ça, c'est ça qu'il faut absolument garder. En fait, avoir ce socle commun d'accompagnement de personnes qui ont des troubles cognitifs, une maladie neuroévolutive et être sûr qu'ils soient en sécurité, parce que c'est ce qui fait peur à tout le monde aujourd'hui, hein, au département, au niveau institutionnel, ça fait peur. Ils nous disent tout le temps, mais 24 heures sur 24 avec des personnes qui sont en trouble là, il faut pas que ce soit un habitat partagé. Christine, vous l'avez vu dans plein d'échanges. Et je trouve que justement dire nous, on est issus du soin, on connaît, on sait et on sait à qui faire appel. Ça sécurise vraiment les institutionnels. Mais après, voilà, il n'y a Mot de pas de la fin, recette toute Violaine. faite. Vous venez de me piquer mon mot de la Ah fin. non, De dire, pardon! je voulais dire justement que s'il y avait des politiques qui nous écoutaient ou qui auraient l'occasion de revoir le replay, qu'en fait, on espère répondre à toutes les remarques négatives qu'ils peuvent faire ou leurs craintes en insistant sur le fait que ce poste d'animateur coordinateur doit effectivement avoir plutôt un profil Ouais. de soignant pour allier ce cure et ce care. Et je pense qu'on répondra effectivement à un certain nombre d'inquiétudes de nos politiques. Et qu'ils viennent visiter et discuter avec les habitants et avec leurs familles, parce que finalement, c'est les meilleurs. Euh, Enfin, c'est eux qui vont exprimer le mieux ces choses-là. Ils ont une vie géniale. Franchement, ils ont une vie géniale. Voilà. Alors, pour finir, je vais vous lire un petit message. Alors, peut-être que vous reconnaîtrez la personne, mais ma mère a la chance de vivre à la Maison des Sages de Buc et je peux témoigner du rôle prépondérant de la coordinatrice, au-delà de son rôle extrêmement polyvalent. Violaine est notre Shiva, comme elle l'a dit. Elle insuffle un esprit et un dynamisme qui rejaillit sur les habitants, les intervenants et les familles. C'est une dynamique collective qui fait la richesse de la colocation. C'est hyper gentil. Je pense que c'était le mot de conclusion Ah, de c'est ce adorable. webinaire. Ouais. On vous remercie mille fois, Violaine, toi aussi, Jérémy, pour ta présentation. Et le replay sera disponible très bientôt sur notre site internet. Merci à tous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les faire parvenir et on les transférera à Violaine si elle est concernée par les questions. Pas de Bonne fin de journée problème. à tous. Merci.